salue l'invité de la séquence interview qui sera aujourd'hui l'abécédaire de la campagne, Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Bonjour. Bon, on va évidemment parler des élections, de votre action au sein du groupe En Marche. Enfin, vous êtes président de la commission d'En Marche qui va distribuer les investitures pour les élections législatives. Mais vous aviez aussi été, dans des vies antérieures, notamment médiateur de la République, et vous vous étiez intéressé à cette question du burn-out. Sérieusement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait aller plus loin, par exemple, aller vers une déclaration de maladie professionnelle ? En réalité, c'est un basculement que la société moderne n'a pas encore intégré. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait la force physique des personnes. Nous sommes rentrés dans une société de l'intelligence et personne n'imagine aujourd'hui la fatigue des cerveaux. Et c'est quelque chose sur lequel nous devrions être extrêmement attentifs. C'est vrai pour les jeunes qui, juste avant de s'endormir, sont encore sur leur tablette. Et c'est vrai aujourd'hui sur les cadres qui sont en permanence avec leur ordinateur. Et nous n'imaginons pas aujourd'hui la fatigue psychique qui est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre d'organisations et de familles. Et le capital humain qui sera aujourd'hui au cœur de la performance de notre société fait que nous devons passer de la performance à l'épanouissement. Et nous sommes toujours dans un système performatif qui quelquefois pousse les personnes à aller au-delà de leur capacité psychique. Et nous avons aujourd'hui de vraies souffrances psychiques qui doivent être intégrées dans le management, dans le respect, et notamment dès le plus jeune âge, nous devrions être attentifs à cela. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye, vous restez avec nous dans quelques instants. Nous revenons à la politique. On dit un mot de l'enquête qui vise François Fillon. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, en appelle dans une tribune au Figaro au respect des institutions. Il regrette notamment que la présomption d'innocence soit foulée aux pieds par l'emballement médiatique. En tout cas, le candidat de la droite à la présidentielle déjeune en ce moment avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y a eu un conseil de défense ce matin à l'Élysée. François Hollande a demandé des mesures spécifiques pour contrer d'éventuelles cyberattaques à l'occasion de cette élection présidentielle. Encore un petit mot là-dessus, Jean-Paul Delevoye, puisque hier, Richard Ferrand disait qu'à En Marche, enfin le site notamment, puis il y avait aussi des rumeurs qui avaient couru sur d'autres sites qui seraient tenus par la Russie, donc votre site et le mouvement En Marche en général seraient l'objet d'attaques de la part de Moscou. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce qu'on a des éléments précis ? Oui, absolument. Le secrétaire général l'a très clairement indiqué, mais ce qui est aujourd'hui à mettre en réflexion, c'est que nous ne sommes plus dans des démocraties de conviction, nous sommes dans des démocraties d'émotion. Et même des chercheurs américains, après le Brexit, s'étaient interrogés de savoir pourquoi l'opinion anglaise était orientée sur des mensonges, puisque les auteurs même politiques avaient dit « Ah ben on est peut-être allé trop loin ». Et nous sommes dans des démocraties post-vérité. Mais même maintenant, ils vont un peu plus loin. C'est que tout mensonge s'appuie sur une vérité. Mais aujourd'hui, vous avez des affirmations qui ne s'appuient sur aucune vérité. Ce qu'on appelle un attentat en Europe, camouflé, etc. etc. Et le vrai débat devant lequel nous sommes, dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes dans une guerre des cerveaux. Qui va manipuler les convictions et les émotions de nos concitoyens ? Et quand on voit qu'aujourd'hui la bataille, c'est la détention des banques de données, toutes les entreprises jouent sur les économies comportementales, comment vous inciter à acheter tel ou tel magasin. Tous les partis politiques, comment orienter votre vote. Et demain, si nous avons des marchands d'émotions capables de capter les opinions collectives, vous allez avoir des influences directes sur des démocraties. Et l'on voit bien que la Russie a très clairement ciblé l'élection américaine, c'est maintenant très clairement prouvé. Et l'on voit bien que tout ce qui peut servir les intérêts de la Russie sont au cœur d'une stratégie hacker extrêmement puissante. Et l'on voit bien que les amitiés affichées de certains candidats sont aujourd'hui en train d'essayer de jouer sur la fragilisation d'autres candidats. On ouvre l'abécédaire de la campagne à la lettre S comme système. Jean-Paul Delevoye, interrogé par Christine Monclar. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Justement, Bonjour. On va commencer simplement par une définition. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière ce mot système ? Le système, c'est une mode d'organisation qui a pour but de faire en sorte que par son organisation, elle puisse aboutir à une unité. C'est un système nerveux, c'est un système d'information. Et d'ailleurs, par rapport à l'information que nous avions sur les hackers, tout système est attaqué par le virus. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, c'est plutôt un fonctionnement. Et donc, je vois bien qu'aujourd'hui, le débat pro-système, anti-système, en fin de compte, peut être occulte. La vraie question, c'est que dans une démocratie, ce qui est sacré, c'est pas les mécanismes, c'est les principes. Et la vraie question, c'est le système, pourquoi ? Et lorsque l'on voit bien qu'aujourd'hui, le système de la finance aujourd'hui donne priorité à la rentabilité des capitaux, déconnecter l'économie et l'économie déconnecter les territoires, on voit bien que la désespérance humaine est en train de déstabiliser, y compris le système capitaliste, parce qu'il est plus efficace sans aucune régulation. Donc un système qui tourne en soi pour se reproduire. Alors vous avez parlé à l'instant de démocratie, d'émotion, c'est intéressant. Mais que dit d'autre Emmanuel Macron quand il dit que la politique c'est mystique ? Lui aussi, il est sur le registre de l'émotion.
C'est très différent. Simone Veil, auprès du général de Gaulle, disait « Les causes transcendent les peuples, les intérêts les déchirent ». Ce que nous avons fait, sans nous en rendre compte, depuis 40 ans de démocratie occidentale, c'est qu'en fin de compte, nous avons laissé disparaître la responsabilité citoyenne au profit de l'intérêt de chacun. Et nous ne sommes plus une communauté de destin, nous sommes une communauté d'intérêt. Et si nous n'y prenons pas garde, ayant perdu le sens de l'impôt, chaque fois que je paye de l'impôt, j'ai l'impression qu'on me prend ma voiture ou mes vacances. Mais aussi ayant perdu le sens de la solidarité. Quel changé aujourd'hui de sortir guéri d'un hôpital sans sortir ma carte bleue. Ayant perdu cela, nous sommes dans un conflit d'intérêts potentiel. Les jeunes vont contester le financement d'une retraite dont ils ne vont pas bénéficier, les biens portants pour les malades, les travailleurs pour les chômeurs. Et lorsque l'on parle de mystique, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement citoyen, désintéressé, vous évoquez ça aussi dans vos actualités, et faire en sorte qu'il puisse y avoir une volonté d'engagement, ce que je ressens d'ailleurs dans les appels aujourd'hui ou dans les propositions d'investiture. Je suis totalement fasciné. À un moment donné où on parle d'un désintérêt politique, les gens français n'ont jamais été aussi politiques, mais jamais aussi en colère contre les politiciens, et ils ont envie d'être acteurs de leur devenir. Et toutes les propositions de candidature traduisent cet aspect presque messianique, je veux me battre pour une France porteur d'un projet de société. Or, ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas les enjeux commerciaux, ce n'est pas ce que l'on voit, bien évidemment qu'ils y sont. Ce qui est en face de nous, c'est quel type de société allons-nous vivre demain? Est-ce que c'est un système totalement anglo-saxon dans lequel ce sera le chacun pour soi, avec des assurances individuelles et des échecs individuels, ou est-ce qu'au contraire, on saura préserver l'intérêt du collectif, ce qui, en 1945, avec le Conseil national de la résistance, a fait que nous puissions concilier l'émancipation individuelle et la sécurisation collective mais comment par la on peut faire prise en ça charge. sans programme, j'allais dire, puisque M. Macron ne dit pas précisément comment il va défendre cet intérêt collectif. Il dit qu'il va défendre les intérêts de chacun, mais les intérêts collectifs, c'est moins évident. Si vous lisez le livre Révolution, vous voyez les principes qui guident son action et sa réflexion. Et en même temps, c'est un homme authentique et sincère qui est en harmonie avec sa pensée. Ça aussi, c'est intéressant, parce que nous avons aussi trop de gens qui, quelquefois, sont capables de changer de conviction par calcul pour le pouvoir justifiant les moyens. Nous voyons bien que derrière, le programme est en cours. Enfin, il sera présenté. Là, il y a quelques déclinaisons à chaque fois sur l'environnement, sur la ruralité, demain. Et le 2 mars, vous aurez la totalité du programme. Mais ce qui est important, c'est la cohérence de ce programme. On voit bien que je donne un seul exemple. On parlait du capital humain. Lorsque vous savez qu'entre 0 et 5 ans, 85% de votre caractère est fait, faire en sorte que de jouer sur l'intelligence citoyenne, ça veut dire que vous ne regardez plus l'enfant qui échoue à l'école comme un raté, mais c'est comme une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Et le fait de diviser par 2 les enseignants pour permettre d'optimiser le potentiel de chacun et surtout le plaisir d'apprendre et non pas l'obligation d'apprendre est un enjeu extrêmement important. Et donc il suffit d'avoir une vision. Or, aujourd'hui, nous avons trop la différence entre un manager et un leader. Un manager gère un problème et un leader donne envie. Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Or, aujourd'hui, Macron fait rêver parce qu'il a une aspiration à faire en sorte que chacun puisse optimiser son potentiel humain, que nous soyons respectueux de ce potentiel humain et en même temps de construire un pacte collectif dans lequel la question est très clairement posée sur la protection sociale. Quelle est la place de l'État ? Quelle est la place des partenaires sociaux? Comment nous devons articuler tout cela? Et ceci fait qu'au lieu d'asséner un programme en vous demandant d'obéir, on a un certain nombre de choses qui sont affirmées et un certain nombre de choses qui devront nécessairement être en débat parce que l'appropriation collective sera nécessaire pour la réussite de cette métamorphose. Christine Monclar. Alors, vous avez été ministre sous Jean-Pierre Raffarin, donc de droite, vous venez de la famille politique de la droite, député, sénateur, maire. Du gaullisme social, je préfère. Et qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui un élément de cet anti-système, de ce système révolutionné, de ce renouvellement que prône Emmanuel Macron? J'ai toujours été très distant par rapport à le système. J'ai mis longtemps à comprendre qu'on ne pouvait pas changer le système de l'intérieur, mais qu'il fallait le changer de l'extérieur. Deuxième élément, j'ai vu... Lévi-Strauss nous disait que les sociétés travaillaient sur les espérances, les peurs et les tentations. Et nous voyons bien aujourd'hui que les espérances que le progrès social a amené, le progrès économique a amené le progrès social, sont remises en cause. On voit bien que les idéologies ultralibérales sont fracassées par le développement des inégalités et que les idéologies ultra-keynésiennes sont fracassées par le fait que d'injection de la monnaie par les banques centrales n'amène pas croissance économique et croissance des prix. Et plus les idéologies disparaissent, plus les croyances religieuses sont remises en cause, plus vous êtes dans la radicalisation. Pour être catholique, il faut être plus catholique. Pour être noir, il faut être plus noir. Pour être de droite, il faut être plus de droite. Et l'on a le résultat au niveau des primaires. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, ce système qui a perdu le projet de société
a mis la priorité sur la conquête du pouvoir. Et on voit bien que nous n'avons plus aujourd'hui une hypocrisie de l'offre politique. Les gens ne s'entendent pas à gauche, sauf pour le pouvoir. Les gens ne s'entendent pas à droite, sauf pour le pouvoir. Et que la vraie frontière, c'est pas droite-gauche, c'est celle qui croit à l'Europe ou celle qui n'y croit pas. Et donc, permettre à Emmanuel Macron de faire une nouvelle offre politique, permettant de transformer le rapport de force en adhésion à une dynamique nouvelle, basée sur une espérance nouvelle, me paraît salutaire et une oxygénation nécessaire pour éviter le populisme en France. Combien vous avez de candidats pour les législatives? Nous avons actuellement 6 000 investitures, nous en recevons à peu près plusieurs centaines par jour. 6 000 candidatures. 6 000 demandes de candidature. Oui, 6 000 demandes de candidature. Nous installons la commission demain. Nous travaillerons samedi, etc. Chaque candidature sera examinée. Pas de droit à la candidature, pas de discrimination à la candidature. Jean-Paul Delevoye, merci beaucoup.